Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, des tortures inouïes contre un détenu défraient la chronique à la prison principale des Écarts. Gardé après une condamnation à 2 ans de prison, il a subi des maltraitances inhumaines et dégradantes. Alors que sa famille craint pour sa vie, les organisations de défense des droits de l'homme interpellent le gouvernement quant à cette généralisation des actes de torture en milieu carcéral. Enquête à suivre dès l'entame de ce 20h. Résultat du DCI 2023, 33 candidats recalés pleurent pour leur année scolaire perdue et leurs parents crient halte à une injustice faute de preuves de leur tricherie pendant l'épreuve de mathématiques. Les infortunés font partie d'une vague de 2000 candidats sanctionnés pour fraude à cet examen. Vous les écouterez dans ce journal clamer leur innocence. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. C'est une affaire qui relance la problématique des tortures en milieu carcéral au Cameroun. Gardé à la prison principale des Écarts dans le département du Nord-Ekele, un détenu révèle les actes de maltraitance physique qu'il a dû endurer de la part des officiels de l'administration pénitentiaire. Thomas Daquin est gravement malade selon les autorités sanitaires. Sa famille craint pour sa vie, ce après une nouvelle bastonnade reçue au mois de juin dernier lors de son transfert à Yoko dans le BAM et Kim. Une enquête de Dallas Tiala, Joël Niem, Joël Essengue et Donald Brice Kamgan. Des plantes de pierre rougie visiblement sous l'effet de sévices. Sur ces photos, Thomas Dakantep. Mal en point, ce détenu est admis à l'hôpital de district de Yoko dans le BAM et Kim. De sources familiales, il aurait reçu plusieurs dizaines de coups à la machette alors qu'il était transféré de la prison des Écarts pour Yoko. Il va faire le détour quittant des Écarts pour Yoko. Il va faire un détour pour la prison de Ntui où il va s'arrêter et massacrer le gars complètement avec près de 600 coups de machette au niveau de la plante des pieds, au point où aujourd'hui ses pieds sont en train de pourrir. D'après le certificat médical produit en juin dernier par un médecin de l'hôpital de district de Yoko, Thomas Dakantep va mal. Le médecin parle d'une pathologie sévère nécessitant une prise en charge urgente en hépatogastro-entérologie. Des séquelles d'actes de torture subis depuis la prison principale des Écarts où il était précédemment détenu, croit savoir la famille. Il était interdit qu'il reçoive de l'eau comme ration là-bas, l'eau qui revient à tous les prisonniers. Lui n'avait pas droit. Et à la dernière nouvelle, il a été tellement malade au niveau des pieds parce qu'il est resté longuement enchaîné. Depuis fin juillet dernier, une plainte est pendante devant le tribunal de première instance de Ntui, localité où les tortures les plus graves se seraient produites, explique l'avocat de la victime. La plainte vise le sieur Lionel Foutaneke, ancien régisseur de la prison principale des Écarts, envoyé depuis fin juin à Monatélé dans la Léquier. Il serait l'auteur des actes de maltraitance dénoncés. On le prend pour lui dire qu'on l'a mené à la prison centrale de Yaoundé. Sauf qu'en cours de route, il réalise que ce n'est plus le chemin de Yaoundé, il est en train de se voir sur la route d'Obala. Il se met donc à crier « Comment vous me dites que non, vous m'enlevez de la prison de Zeka pour Yaoundé et maintenant je suis sur la route d'Obala ». C'est ça qui énerve donc le régisseur. J'ai déposé la plainte et là, il me faut un déplacement en Ntui pour voir la solution que le parquet a réservée pour que réellement on puisse instruire le dossier et puis évoluer avec l'enquête. La famille Ntep a saisi le président de la République pour demander de la sauver, je cite, d'une destruction déjà très avancée. Contacté par Equinox Télévision, l'ancien régisseur de la prison principale des Écarts s'abstient de se prononcer sur les accusations à son encontre et préfère parler d'un Thomas Ntep moralement non recommandable. Le régisseur de la prison de Ntui où les derniers actes de torture auraient eu lieu en juin dernier, lui dit ignorer les faits. L'affaire soulève une vive condamnation chez les défenseurs des droits de l'homme qui rappellent que le Cameroun viole ainsi tous les textes sur la protection des détenus, notamment l'article 7 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Opérateur économique établi à Ezeka, Thomas Dakantep, 56 ans, a été condamné en janvier 2021 à 2 ans de prison ferme par le tribunal de première instance d'Ezeka. Un conflit l'oppose à un officier supérieur de l'armée camerounaise
La peine de justice à son encontre était restée inexécutée jusqu'au mois de mai 2022 lorsqu'il a été mis aux arrêts. Et les candidats recalés au DCI 2023 font le deuil de leur échec à Yaoundé. Régulièrement inscrits dans un collège de la capitale, 33 recalés font partie des 2000 candidats sanctionnés pour fraude lors de ces récents examens nationaux. Les parents crient à l'injustice en l'absence de fraude ou l'absence de preuves de la supposée tricherie à l'épreuve de mathématiques. Chassés du siège du DCI à Boya, les infortunés appellent à l'intervention du ministre des Enseignements supérieurs, Élisée Bogba, Marcelin Ganson. C'est un chef de famille abattu et déboussolé que nous rencontrons en ce début de semaine. C'est que son fils, comme ceux de 32 autres parents, font partie des recalés, 33 au total, qui étaient inscrits au Collège de la Fierté. En effet, depuis le 25 juin que ces résultats sont sortis, on nous a dit qu'ils ont été sanctionnés parce qu'on a détecté des similitudes dans les réponses qu'ils ont données dans l'épreuve de mathématiques. Et nous n'avons pas compris. Chez moi, mon fils n'arrive même pas à dormir. Au Collège de la Fierté où nous nous rendons, les responsables ne sont pas moins préoccupés. Sous anonymat, l'un d'eux dit avoir perdu le sommeil. Moi, j'ai enregistré 109 élèves, parmi lesquels 78 ont réussi en advanced level. Et lorsque on sanctionne mes 33 élèves, c'est plus qu'un deuil chez moi. Pour les parents, désormais constitués en collectif, ces sanctions non justifiées jusqu'ici portent atteinte au droit à l'éducation de leur progéniture, qui plus est des mineurs. Ils dénoncent la violation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui en son article 17 stipule que toute personne a droit à l'éducation. Ils sont âgés presque tous entre 15 et 17 ans. Ils sont encore pour la plupart fragiles. Nous sommes allés vers le DC Board. Là-bas, nous n'avons pas été reçus. C'était responsable que nous avons vu, nous ont même conseillé d'attendre 2025. Ou alors, si nous voulons que nos enfants composent, que nous allions plutôt vers le Nigeria. La question qui taraude les esprits est de savoir s'il est possible de faire échouer des candidats pour fraude, alors qu'ils ont composé sans aucun problème. Je prends un exemple, sans toutefois dire que c'est ça qui s'est passé avec le DCI. Lors des corrections, on se rend compte que des candidats copies ont exactement les mêmes réponses, les mêmes démarches les méthodologiques. On est fondé d'ouvrir une enquête. Et si on se rend compte que ces candidats étaient assis côte à côte. Ce sont au total 1891 candidats qui ont été sanctionnés par le DCI Board, dont il ne nous a pas été possible d'avoir leur version des faits. Les responsables de l'antenne locale nous renvoyant au siège à Boya, dans le sud-ouest. Et toujours en éducation, comment rehausser la qualité de la formation des apprenants au sein des instituts privés d'enseignement supérieur au Cameroun? Dans un contexte marqué par leur prolifération, la problématique était au menu des échanges entre les promoteurs de ce secteur d'activité. Le compte-rendu avec Théophile Tchunke et Sedingding. Avec plus de 200 000 nouveaux bacheliers qui frappent chaque année aux portes de l'enseignement supérieur et plus de 240 instituts privés d'enseignement supérieur répertoriés au Cameroun, la question de la qualité de la formation devient prépondérante. Nous, les promoteurs, nous avons pris conscience de ce qu'il y avait beaucoup de lacunes, qu'il y avait des dysfonctionnements, qu'il y avait même des pratiques peu orthodoxes qui n'allaient pas dans le sens d'une meilleure qualité, d'une meilleure crédibilité de nos formations et de nos diplômes. Répondre non plus uniquement à la demande de travailleurs sur le marché de l'emploi, mais à la problématique d'auto-emploi. Pour ce faire, un certain nombre de préambules sont à respecter au cours de la formation des apprenants. Le premier pilier, c'est l'enseignement. Le deuxième, c'est la recherche. Et la troisième est la rentabilité de ces informations que les étudiants ont acquises quand on acquise dans cette université. À côté de la question de la qualité de la formation, se greffe également celle de la prolifération des IPES qui tend à polluer le secteur de l'enseignement supérieur. En général, ce que nous regardons, c'est comment la qualité des formations, est-ce que la recherche a été bien faite, comment les étudiants sont traités, est-ce que l'environnement est propice pour eux, est-ce que le personnel d'appui ou bien le personnel de l'université, tous ceux qui sont en charge de l'administration, sont bien pris en compte. Un ensemble de questions et de préoccupations au centre d'une rencontre entre les promoteurs d'instituts privés d'enseignement supérieur qui a pour visée non seulement de garantir des débouchés d'avenir, mais aussi l'assainissement d'un secteur hautement concurrentiel au Cameroun.
Comment les familles des 6 délégués départementaux ont accueilli la nouvelle de la découverte des restes de leurs fils et filles exhumés samedi dernier par les forces de défense et de sécurité. Si certains ont déjà entamé les préparatifs, d'autres par contre exigent du gouvernement des tests d'ADN pour éviter toute confusion. Hubert Michel Kameni. Cette matinée à Boya, nous rencontrons Sa Majesté Adbor Nwenti, frère consanguin du nommé Adbor Stephen Nwenti, l'un des 5 délégués départementaux, dont les restes viennent d'être retrouvés dans une forêt à Makombe, dans le département du Diam, région du Sud-Ouest. Le défunt était chef-service des domaines dans le département. La nouvelle de la mort de Stephen Nwenti résonne tel un coup de tonnerre. From the day he was kidnapped on the 15th of June 2021. Ils ont été kidnappés le 15 juin 2021. La famille a tout essayé afin de les retrouver. Nous nous sommes concertés. Question de rassembler l'argent demandé comme rançon. We have spent a considerable amount of money. Some of those boys, whether they were faking themselves. Sauf que nous avons appelé les numéros indiqués sans succès. C'est finalement le 7 juillet que nous sommes informés qu'ils ont été assassinés. Une grosse peine pour toute la famille. And since then, the family has been in pain, in great pain. La famille aura longuement attendu depuis le 15 juin 2021, date à laquelle 6 fonctionnaires du département du Ndiam ont été kidnappés avec parmi eux l'un des membres de la famille Nwenti. C'est aujourd'hui que les proches du défunt portent le deuil. Want to thank the governor and the state authorities. Nous remercions les autorités pour les efforts fournis pour nous donner les restes. Traditionally, selon la tradition, le deuil commence le jour de l'annonce du décès. We are now today receiving the elite here in the makeshift palace here in. Les membres de la famille ainsi que les élites, nous nous rassemblons pour organiser les obsèques. Au domicile de Félicien Dom, délégué départemental de l'habitat et du développement urbain, la famille qui n'a pas souhaité s'afficher dit ne pas accueillir favorablement les ossements qui seront remis par les autorités sans test d'ADN, expliquant qu'en absence d'une communication officielle et de ces actes médicaux, rien n'est certain quant à l'identité des restes remis aux familles. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville de Douala depuis plusieurs jours créent d'énormes manques à gagner chez les commerçants. Faute de clients, ils se tournent les pouces au quotidien. À cette oisiveté s'ajoutent de gigantesques embouteillages causés par les travaux d'aménagement de certains carrefours et tronçons de la ville. La galère des commerçants de Douala en cette saison de pluie dans ce reportage de Dalastiana et Achid Kamga. Sale temps pour les commerçants de la ville de Douala. Depuis plusieurs jours, les pluies qui s'abattent sans interruption sur la capitale économique du Cameroun impactent fortement sur leurs activités. Ici, au marché Sandanga, dans le 1er arrondissement, beaucoup se rongent les pouces dans l'attente d'éventuels clients. Quand il pleut, les gens restent à la maison, les gens ne sortent pas pour venir se ravitailler. Donc du coup, on est là assis depuis le matin, on ne vend pas. Donc la saison pluvieuse, c'est vraiment un temps pour nous, les commerçants. Donc pour le moment, rien ne bouge. Imagine, depuis le matin, il pleut, je suis assise là, je n'ai rien vendu. Dame pluie qui ne cesse d'arroser la ville crée ainsi un énorme manque à gagner chez ses vendeurs. Oui, nous perdons parce que c'est le vivre frais. C'est le vivre frais. Si ça ne sort pas, on va faire comment? Avant la saison des pluies, il y avait un rendement de 80%. Mais depuis l'heure que la pluie a commencé, mon rendement a chuté, je dirais 50% maintenant. Donc, c'est obligé de jongler. Au carrefour de Koti, à cheval entre les 3e et 5e arrondissements, il faut gérer 2 problèmes. Celui de la pluie et celui des embouteillages dus aux travaux d'aménagement réalisés en cette période à ce carrefour mythique. Comme on veut travailler sur la route est gâtée. Et maintenant, il était obligé de monter ici parce que j'étais là-bas à 7h du matin jusqu'à midi. Il n'avait pas encore rien vendu, même 100 francs. J'étais obligé de chercher comment je devais me débrouiller avant de monter. Ici aussi, les bénéfices engrangés en temps ordinaire ont considérablement baissé. Vous savez, les jours que tu peux arriver comme ça, tu vas même quelques 10 pièces même. Mais maintenant, là, pour voir même 5, c'est le problème. Quels que soient les marchés ou les centres commerciaux de la ville de Douala, les commerçants vivent la même galère en cette saison des pluies.
l'absence de la clientèle qui impacte fortement sur leur chiffre d'affaires et sur leurs bénéfices. Et ils ne sont pas au bout de leur peine car la météo nationale annonce de fortes précipitations pour les mois de juillet, août et septembre. En direct du carrefour d'Okoti, Dallas Tchana, Achille Kamga, Equinox Télévision. Et que sont devenus les bassins de rétention des eaux pluviales, autrefois en service dans la ville de Douala? Ces infrastructures, construites à l'époque, avaient pour mission de limiter la coulée des eaux vers les habitations. Aujourd'hui, hors service, les eaux déferlent sur la ville, engloutissant tout sur leur passage. J'irai Siopa, Pierre Laverdu-Omban. Les bassins de rétention permettent, après leur construction, de diminuer les risques de déversement d'eau usée dans les milieux naturels, en plus d'augmenter le niveau de service des réseaux d'égouts. Ces réservoirs étaient donc prévus pour emmagasiner temporairement les eaux usées et ou des pluies dans la ville de Douala, comme ici dans la zone dite parcours Vita de Douala. Des zones comme celle-ci avaient, elles aussi, jadis un bassin de rétention d'eau mais devenu aujourd'hui quasiment invisible. C'est le cas des systèmes de retenue d'eau des quartiers Saint-Tropez, Denver et le long du Kondi et du quartier Makepe-Bisoke. Les bassins étaient donc destinés à stocker provisoirement de l'eau pour éviter les inondations en aval dans le bassin versant. Les eaux retenues là pouvaient être peu à peu infiltrées vers la nappe ou lentement libérées en période de détillage et permettaient de décaler un tout petit peu le temps d'arrivée des eaux lors des inondations. Nous sommes au moins à 2 mètres d'auteur. Des drames humains avec la montée des eaux ont conduit à imposer localement d'une manière drastique un plan de prévention des risques d'inondation à l'époque. L'idée était encore proposée par un observatoire environnemental tripartite en 2020 à la mairie de la ville sur ses 42 km² de surface drainée. Aujourd'hui, un constat se dégage. Ces bassins de retenue des eaux jadis construits ont disparu, presque tous, et ceux pensés en 2020 ne sont jamais sortis de terre. Des zones de haute importance pourtant, mais vendues à des particuliers qui ont laissé place à des maisons d'habitation. Vous l'avez certainement remarqué, la communauté urbaine de Douala exécute depuis quelques semaines sa campagne d'entretien et d'aménagement des routes. Des travaux réalisés alors que de fortes pluies s'abattent sur la capitale économique. Comment comprendre un tel chantier engagé en pleine saison de pluie? Nos reporters Josiane Ngok et Ulrich Gonomala se sont penchés sur la question. Voici le reportage. Voici quelques semaines déjà que la communauté urbaine de Douala exécute sa campagne d'entretien et d'aménagement de la voirie de la capitale économique. Des travaux de réhabilitation dans certains grands carrefours et autres axes routiers, cependant réalisés en pleine saison de pluie. Pour comprendre pourquoi le chantier est lancé dans ce contexte, nous avons approché Arnold Mwangué, directeur de la communication de la CUD. Vous savez, pour qu'une route soit réalisée, pour qu'une route soit construite, il y a plusieurs étapes, il y a les marchés, il y a déjà la connaissance du terrain, il faut que les prestataires aillent sur le terrain pour faire un devis, après il y a le lancement de l'appel d'offres, la procédure est longue. Nous n'allons pas partir à la télé ou à la radio tous les jours pour dire « Oh, on a un dossier à Yaoundé qui n'est pas encore sorti, on a la commission qui a siégé qui n'est pas encore... » On prend ça sur nous et au moment où les documents sont prêts, le marché est passé, nous l'exécutons, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il neige ou bien qu'il y ait du soleil. Toutefois, peut-on avoir des ouvrages de meilleure qualité réalisés en saison pluvieuse? Nous avons posé la question à Yves Roland Onana, expert en ouvrages hydrauliques et géotechniques. Il est difficile d'atteindre les résultats qu'on souhaite pendant la saison de pluie, mais néanmoins, ça dépend des méthodologies qu'on va utiliser. La route, quel que soit le niveau d'utilisation, on a deux problèmes. C'est le problème hydraulique et c'est le problème géotechnique. La géotechnique, c'est pour la stabilité des ouvrages. L'hydraulique, c'est pour la durabilité. C'est plus évident pour notre contexte de travailler en saison sèche. Mais sinon, là, si la pluviométrie est très élevée, on sera obligé d'arrêter les travaux en attendant que la pluviométrie baisse. Mais néanmoins, on ne sera pas en arrêt carrément. Parce qu'il y a certains ouvrages qui sont faits pour être mis en œuvre lorsqu'il pleut. Sur le terrain, les entreprises adjudicataires optent pour les pavés au détriment du bitume en raison de la durabilité de ce matériau et qui convient également au sol marécageux.
Et si on parlait d'histoire dans ce journal, 8 août 1914, 8 août 2023, cela fait exactement 109 ans que Rodolphe Douala Mangabel et son secrétaire Adolphe Ngosodine étaient exécutés par les Allemands. Des années plus tard, le peuple Douala continue de se souvenir de ces héros nationaux qui ont marqué l'histoire du Cameroun. La fleur signée est François Dikome. 8 août 1914, le roi du clan Bel, chef de la résistance contre l'oppression allemande, Rudolf Douala Mangabel, est abattu par les colons allemands. Le King Bel est accusé d'inciter le peuple Douala à se révolter contre l'administration allemande. Le roi, lui, s'oppose fermement à l'expropriation et au refoulement des autochtones Douala loin de leur terre. Le 10 mai 1914, le chef Douala Ngosodine, son allié, sont arrêtés, accusés de haute trahison. Les deux martyrs seront pendus le 8 août de la même année par l'autorité coloniale. Plus de 100 ans après son exécution, le peuple Douala porte encore les stigmates de sa disparition. À l'occasion du 109e anniversaire de la pendaison du roi Rudolph Douala Mangabel et Adolphe Ngosodine, le canton Bel, comme chaque année, a célébré en présence des autorités élites traditionnelles et religieuses la détermination de ces héros. Pour le roi du canton Bel, il est surtout question d'une reconnaissance par l'Allemagne de son passé colonial. La ministre des Affaires étrangères allemande est arrivée au Cameroun. Elle venait en portant dans ses bagages l'idée de reconnaître ce qui s'est passé il y a 109 ans. Et donc de prendre en considération que désormais les Allemands sont sur le point de s'excuser en quelque sorte et donc d'aller vers la réhabilitation. Donc on est sur le chemin de la réhabilitation. Le 7 octobre 2022 en Allemagne, notamment à Berlin, une place a été baptisée Rudolph Douala Mangabel en reconnaissance de ce roi devenu héros national pour avoir résisté face aux colonisateurs allemands. Intéressons-nous à présent à la page internationale. Au Burkina Faso, le gouvernement condamne l'attaque djihadiste qui fait 22 morts, essentiellement des commerçants dans le centre. En Centrafrique, le oui l'emporte largement au référendum constitutionnel, ouvrant ainsi la voie au président Touadéra de se présenter pour un troisième mandat en 2025. Et puis au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, hospitalisé à Dakar, et son avocat franco-espagnol expulsé du pays. La monture internationale est signée Nadine Yamou. Au Burkina Faso, au moins 22 personnes périssent dans une attaque djihadiste non loin de la frontière avec le Togo. L'attaque a visé des commerçants sur la route de Noaho. Ils sont tombés dans une embuscade tendue par des hommes armés de retour de leurs activités. Plusieurs blessés ont été enregistrés. Une dizaine de véhicules transportant des marchandises ont été incendiés. Le gouvernement dénonce une attaque barbare et promet de punir les auteurs. En République centrafricaine, sans surprise, le oui l'emporte largement lors du référendum constitutionnel. Les électeurs ont voté à 95% en faveur d'une modification de la Constitution. L'un des enjeux majeurs, le taux de participation. Il s'établit à 71,10%. Ces résultats provisoires doivent être entérinés par la Cour constitutionnelle à l'issue du contentieux électoral le 27 août prochain. L'opposition centrafricaine, la nouvelle loi fondamentale supprimant la limite des mandats présidentiels et leur prolongement de 5 à 7 ans offre donc la possibilité au chef de l'État, Touadéra au pouvoir depuis 2016, de briguer un troisième mandat en 2025. Et au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko, hospitalisé depuis dimanche suite à un malaise. Il y a été conduit quelques jours après avoir entamé une grève de la faim en prison. Et toujours à l'étranger, à 2 jours du sommet de la CEDEAO, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nomme Lamine Zen comme Premier ministre. Jean-Paul Boyo nous en dit un peu plus. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, décrète, article 1er, M. Lamine Zen Ali Mohamed
est nommé Premier ministre. Ali Mahaman Lamine Zen, 58 ans, est le nouveau Premier ministre du Niger, 12 jours après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Abdourahmane Rahman Tchani a désigné dans la soirée du 7 août cette figure connue des Nigériens. Le nouveau chef de gouvernement est un ancien ministre des Finances, Mahamadou Tandja, président déchu en 2010. Il jouit d'une réputation de technocrate compétent. Sa nomination intervient alors que les initiatives en faveur d'un dénouement diplomatique de la crise sont relancées à Abuja. Selon l'agence de presse Reuters, en raison du coup d'État et de la décision de fermeture de l'espace aérien nigérien par les poutistes, la compagnie aérienne Air France suspend sa liaison vers l'aéroport Niamey-Diori-Amani. Jusqu'à nouvel ordre, Air France suspend également ses liaisons aériennes vers Bamako, la capitale malienne, et Ouagadougou, celle du Burkina Faso, jusqu'au 11 août prochain. La compagnie aérienne a prévenu que les temps de vol plus longs vers plusieurs destinations subsahariennes seront à prévoir. Cette fermeture s'ajoute à une bande d'espace aérien africain confrontée à des perturbations géopolitiques, notamment en Libye et au Soudan, mettant en avant la menace croissante d'une intervention militaire de la CEDEAO. Après l'expiration de l'ultimatum, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie annonçait dimanche 6 juin 2023 la fermeture jusqu'à nouvel ordre de son espace aérien. La délégation d'une cinquantaine de sportifs nigériens, de retour des 9e Jeux de la francophonie tenus à Kinshasa, a été accueillie à Ouagadougou lundi après le refus de la Côte d'Ivoire d'organiser des vols vers le Niger. Un refus dû à l'exécution des sanctions de la CEDEAO. L'acte de refoulement posé par l'État ivoirien intervient à 2 jours du 2e sommet de la CEDEAO sur le Niger. Ce public reportage, le groupe financier Alios Finance a présenté devant de nombreux investisseurs des détails d'une nouvelle opération, laquelle a pour but de lever des fonds à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Reportage. Dans l'optique de renforcer la compétitivité de son offre de financement, Alios Finance Cameroun a mobilisé des leviers de refinancement divers, innovants et adaptés. Le groupe financier a présenté devant de nombreux investisseurs des détails d'une nouvelle opération, le programme d'émission obligataire par appel public à l'épargne. Donc ce qu'Alios se propose de faire aujourd'hui, c'est de lever en fait de la dette, d'animer, avec pour ambition de lever un peu plus de lever en fait 10 milliards de francs CFA sur le marché financier. Et ici, le rôle des sociétés de bourse en fait, c'est de pouvoir collecter l'épargne publique. Le but de cette opération, une levée de fonds de 10 milliards de francs CFA qui permettra à l'entreprise d'accompagner le plan de développement. Les fonds qui seront levés seront investis dans le cœur de notre activité. Il y a de la diversification à venir, mais dans un horizon un peu plus lointain. Dans l'immédiat, c'est de continuer à satisfaire aux besoins de la clientèle camerounaise pour les financements en crédit bail, pour leurs besoins d'acquisition d'équipements, pour le renforcement de leurs moyens logistiques, bref, pour le cœur de notre activité. Si actuellement elle représente une part moins importante dans la répartition de ses ressources, le marché financier reste le principal recours d'Alios Finance Cameroun. Pour avoir recours au marché financier 2 fois de suite, c'est un instrument qui est désormais dans notre stratégie financière pour lever les fonds nécessaires pour accompagner notre plan de développement. Nous y sommes cette fois-ci, nous espérons y revenir souvent tant que le besoin sera pour poursuivre notre plan de croissance et apporter notre contribution au développement de notre économie. La force d'Alios Finance, c'est le choix de ses partenaires, mais surtout l'expertise et la fiabilité dans le métier. Alios Finance s'est fait noter. Ce n'est pas toutes les entreprises qui acceptent de se faire noter. Donc une entreprise qui accepte de se faire noter, on va dire que c'est une entreprise qui sait sur quoi est-ce qu'elle compte et qui a tous les chiffres en fait qui a une certaine fiabilité au niveau de l'information financière. Bon, n'oublions pas qu'en faisant un appel public à l'épargne, nous avons 2 commissaires aux comptes et 2 suppléants. Donc, nous avons nos fondamentaux, nous avons nos valeurs et nous avons vraiment l'expertise dans le métier.
Et vous avez vu, c'est fait quand même 64 ans. Alios Finance Cameroun est une référence nationale en matière de financement de véhicules et d'équipements à travers une large gamme de produits financiers parmi lesquels le crédit bas immobilier, le crédit d'investissement, le crédit à court terme et la location à longue durée. Ces établissements sont situés dans les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam et Garoundéré. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas la deuxième partie d'Equinox Soir. C'est dans un court instant avec Serge Alotou aux commandes. Serge. Quelques jours seulement après l'exhumation des restes des 6 délégués départementaux dans une forêt dans le département d'Undian, les familles s'apprêtent pour les obsèques. Encore sous le choc, Serge Alotou, après la découverte des restes de leurs fils et filles, tous des délégués départementaux, les familles ne savent plus où mettre la tête. Vous l'avez bien indiqué, si certaines ont déjà entamé les préparatifs de leurs obsèques, d'autres par contre sont sceptiques et demandent au gouvernement de procéder au test d'ADN pour éviter toute confusion. Il faut rappeler, Serge Alotou, que demain, 9 août 2023, des hommages officiels leur seront rendus. Ce sera dans la localité, dans la ville de Limbé, au sud-ouest en crise. Voilà, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite Equinox Soir en compagnie de nos invités, Basile et Togo, Dr Macantoni, Charles Ndikam et Damien Makon Maoum. Voilà, d'abord Charles Ndikam, cette cérémonie, demain, du côté de Limbé, il y aura l'organisation des funérailles pour ces 6 délégués. Voilà. Samedi, on a sorti les restes de la brousse. Et pourquoi c'est allé aussi vite? Comment comprendre? À part se débarrasser, je ne saurais donner d'autres explications. Je me souviens d'une image qui est parue longtemps sur les réseaux sociaux du laboratoire technique de la police, dans les broussailles quelque part à Yaoundé. Je pense que le gouvernement de M. Etogo a dû réaliser l'exploit de faire des tests ADN en une semaine, d'identifier les ossements et d'être en mesure de planifier une cérémonie pour demain, même pas une semaine après. Franchement, vous êtes fort. Mais vous vous moquez de qui? Des Camerounais, de ces familles? Vous voulez leur provoquer un deuxième deuil? Est-ce que ces corps ont été identifiés? Non. Sait-on quel ossement correspond à quelle personne? Non. Vous allez leur donner quoi? Vous allez encore prendre dans notre argent pour organiser des festivités demain. Parce que c'est ce que vous allez faire. Non, il faudrait à un moment donné être sérieux. Et là, je m'adresse à mon concitoyen. J'oublie la chapelle, même si c'est difficile, c'est très difficile, d'oublier d'où vous venez. Et pour qui est-ce que vous êtes là? Un peu d'humanité. Un peu d'humanité. Et d'honnêteté intellectuelle. Mais cherchez les mots, hein, et surtout prenez la parole en dernier pour avoir trouvé les mots. Je ne sais pas lesquels vous allez trouver. Pour expliquer une aussi grave forfaiture. C'est pire que ça, les mots me manquent. Donc voilà des gens qui depuis 2 ans attendent des nouvelles des leurs. Vous ne leur en avez pas donné. On déclare qu'on a trouvé des corps sur la foi et la base de quoi? D'un repenti. Je m'exprime bien, hein, c'est du français, repenti, avec ce que ça a comme corollaire. Allez, admettons donc que cette fois il ait dit la vérité, et cette fois il soit dans le droit chemin. À quel moment, entre le week-end dernier et aujourd'hui mardi, demain mercredi, avez-vous pu identifier des corps sans matériel? Même si vous l'aviez, même police scientifique que vous regardez à la télévision, là, ils ne sont pas capables de ça. C'est dire que c'est... Ce pays, je ne sais pas où vous voulez le mener. Vous ne prenez rien que pour des imbéciles. Au moins par respect pour ses compatriotes, agents de l'État, commandités par l'État. Au moins par respect pour leurs âmes. Mettez-y un peu de sérieux, un peu de considération. Ensuite, pensez aux familles. Sous d'autres cieux, leurs enfants seraient déjà déclarés pupilles de la nation. Les décrets sortent tous les jours pour vous nommer entre vous camarades. En voilà un qui aurait été utile, signé de la main du chef de l'État et pas par délégation. Ils auraient dû être reçus et tout dit. Les familles, là, avec les enfants, puisque lui, il ne peut plus se déplacer.
Et aujourd'hui, vous allez leur rendre des sépultures dont on ne sait même pas si ce sont les leurs. Ah, je dis bravo, bravo. Alors voilà l'état du Cameroun, voilà à qui il a été confié. Basile Togo, la cérémonie de demain à Limbé. Vrai charlatan. Funérailles pour les 6 délégués demain à Limbé. Oui, je voudrais encore... Entre samedi et demain mercredi, c'est pas... Comment comprendre? Je voulais encore relever, n'est-ce pas, la forte compassion du RDPC face à la perte de ces Camerounais. En ce qui concerne les dépouilles, les restes des dépouilles, il faut marteler de manière ferme que les familles ont participé, n'est-ce pas, au test d'ADN. Les résultats sont là? Les résultats sont connus, puisque les familles ont participé au test d'ADN. Et que les hommages de la nation leur seront rendus en bonne et due forme. Je voudrais continuer en disant que il est de coutume, même dans les régions du littoral, Yaoundé et autres, que les autorités administratives, lorsqu'ils exercent, n'est-ce pas, leur métier et qu'il y a des sorties sur le terrain, généralement ils donnent la feuille de route. Et puis se font escorter par les forces de défense et de sécurité pour préserver la sécurité. Et que malheureusement, il y a eu une entorse en ce qui concerne les 6 délégués en question. Ils n'ont pas informé, n'est-ce pas, ni leur supérieur hiérarchique, à savoir le délégué régional, ni les forces de défense et de sécurité, de ce qu'il était important d'effectuer une descente sur le terrain pour demander une certaine sécurité. Ils se sont fiés au discours officiel que les choses sont sous contrôle. Permettez. Basile Togo, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre là? On est toujours sur demain, on parle de demain. Non, Basile, vous savez, il y a eu le journal, il a eu des informations. Il faut qu'il partage ça avec nous. Oui. Vous dites le que test ADN. Les 6 délégués... On attend à ton fac pour confirmer. Non. J'espère pour nommer le colonel à ton fac. Merci. Basile, vous voulez nous faire comprendre que les 6 délégués n'ont pas respecté les consignes, ne sont pas référés au délégué régional? Je dis, il va de soi que lorsqu'il y a une mission sur le terrain, les autorités administratives se fassent généralement accompagnées par les forces de défense et de sécurité. Oui. Et que dans ce ordre d'espèce, il était important que, puisque les informations qui ont été données sur le terrain font état de ce qu'ils n'avaient pas été assistés par les forces de défense et de sécurité lorsqu'ils descendaient sur le terrain. Malheureusement, il faut le décrier, il faut interpeller, n'est-ce pas, l'administration, notamment les fonctionnaires. Lorsqu'il y a en pareille circonstance, il est important de signaler qu'il y a des descentes sur le terrain. Et les deux, pour chuter, je voudrais, pour évoquer le problème des rançons que nous avons parlé tout à l'heure. Vous savez, le paiement des rançons... Vous voulez nous ramener à la Non, c'est pour chuter. Le paiement des rançons, généralement... Vous voulez à tout prix nous faire perdre ce que vous avez reçu pendant le journal? Non. Parce que moi, ma question est claire. Autant pour moi. Nous sommes sur la cérémonie de demain. Vous avez suivi, il y a 2 familles, l'autre n'a pas voulu se présenter, qui dit, bon voilà, ce que nous allons recevoir, et rien ne prouve que ça, cette personne-là, c'est la mienne. C'est un élément que j'ai laissé pour... On a montré une famille qui s'apprête quand même à recevoir, à commencer les obsèques. Les obsèques ont commencé, voilà. C'est un élément que j'ai laissé pour rebondir dans la deuxième phase de notre émission. Oui. Qu'il était important, n'est-ce pas, de rappeler que généralement les demandes de rançon, lorsqu'elles sont payées, servent notamment à financer encore une fois de plus c'est les gens qui vont enlever encore d'autres personnes, exécuter et autres. Donc il était important de le souligner pour chuter. En ce qui concerne les obsèques officielles qui ont été dressées par la nation, je crois qu'il était important que nous faisons amende honorable. Parce que ce sont des Camerounais qui sont morts. Quel que soit le bord politique dans lequel nous appartenons, il n'est pas bien de surfer sur la mémoire des morts. Parce que dans la tribu Bantou, lorsque vous perdez quelqu'un, même si c'est votre pire ennemi... Arrête la sorcellerie, on te parle de demain. Demain. Est-ce que ça se justifie que 4 jours après, 5 jours après, qu'on
qu'on fasse des obsèques sur des gens dont on n'a pas la certitude que ce sont eux, qu'on ne sait pas à quelle famille on va remettre quoi et qui. C'est de ça qu'on parle. Arrêtez de parler de nous distraire. On est sur Equinox, Equinox Soir. Est-ce que vous pouvez moi je veux voler. Vous taire un moment écouter. Je veux voler au secours de. Conseiller Macron, la sorcellerie. Charles, permettez. Il faut savoir écouter. Permettez, allez-y donc, Basile. On a des oreilles pour écouter. Il y a les autres qui doivent intervenir, Basile. Allez-y. Donc, pour dire qu'il était important que la nation reconnaissante leur rende un dernier hommage. Et lorsque je parle de la nation, ce sont des serviteurs de la nation, ce sont les serviteurs de l'État, et nous constituons tous l'État. Que ce soit dans la société civile, que ce soit dans l'opposition. Il est important, n'est-ce pas, de se recueillir et de faire amende honorable, à ne pas surfer sur la mémoire des morts. Merci, Basile Togo. Conseiller Macron. Monsieur Otto, j'ai voulu voler au secours du concitoyen Togo, parce que je voulais arrêter la saignée. Monsieur Togo, mon frère, vous ne savez donc jamais vous arrêter. Vous ne savez donc jamais vous arrêter. C'est-à-dire que si délégués départementaux sont morts, c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas informé la hiérarchie militaire qu'ils étaient en train de se déplacer. Même pas leur reste, même pas les dépôts. Je veux dire que des ossements ont été retrouvés dans une bourgade d'un village dans le nord-ouest. Dans le sud-ouest, pardon, vous n'avez pas pris les précautions nécessaires, comme le dit l'ENINDICAM, de faire l'identification nécessaire, les tests ADN nécessaires pour pouvoir... Ça a été fait en présence de la famille. D'abord, moi, vous savez, j'ai fait littérature, je n'ai pas fait D. Mais je veux savoir ce que les familles viennent faire dans un test ADN. On ne parle pas d'identification, on parle bien de test ADN. Que viennent faire les familles là-dedans? Justement, je ne sais pas, mon frère. C'est pas voie osseuse. On prélève, c'est pas prélèvement osseux. Oui. Ça se fait. Et donc? Par la police scientifique. Et donc? Et le Cameroun est doté, n'est-ce pas, d'une police scientifique. On prend donc toute une famille, on amène au centre de test, c'est ça? On n'a pas besoin de tout. Qu'est-ce qu'on a fait exactement depuis samedi dernier? C'est pas moi qui vais venir vous renseigner. Vous êtes venu sur ce plateau avec quels éléments de langage? Renseignez-vous, s'il vous plaît. Pendant la pause, je n'ai pas eu de coup de fil, comme vous, monsieur Togo. Lorsqu'on veut faire un test ADN, monsieur Togo, on veut se rassurer que monsieur X est votre enfant. Il suffit de prélever un cheveu de monsieur Togo et prélever le reste de monsieur Y et on fait ce qu'on a à faire. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin d'amener toute la famille Benti à Moyuka ou je ne sais où pour faire un test ADN, monsieur Togo. Et vous ne pouvez pas dire, alors même qu'on vient de retrouver les ossements de quelques Camerounais, on n'est même pas sûr que ce sont ces délégués départementaux, vous ne pouvez pas dire que c'était de leur faute, parce qu'ils n'ont pas annoncé à la hiérarchie militaire qu'ils étaient en train de se branler sur le terrain. En 2002, monsieur Togo, parce que vous pouvez quand même vous rattraper demain. Vous avez dit la cérémonie, c'est demain. Oui, demain. En 2002, en septembre 2002, à Ziguinchor, c'est la capitale de la Casamance, a eu lieu le naufrage du Djoula, qui a mis sur le carreau 1863 personnes de 20 nationalités différentes. 20 ans après, on nous enseignait que de Abdoulaye Wade à Macky Sall aujourd'hui, des précautions ont été prises, des dispositions ont été prises pour que leurs enfants soient constitués pupilles de la nation et que leurs familles soient prises en charge. Monsieur Etogo, minimalement, vous pourriez demander à ce que les familles de ces défuntes personnes soient accueillies à Etoudi par monsieur Bila. Ils n'ont rien fait pour Ezeka, c'est pour ceux-là qui vont faire. Tu as oublié Ezeka. C'est quand même curieux. Ce n'est pas de l'amusement. Est-ce que vous êtes sérieux lorsque vous nous dites que des tests ADN ont été faits dans mon Cameroun, que je connais, entre samedi et mardi. Vous êtes sérieux, monsieur Etogo? Non, soyez sérieux, ce n'est pas un jeu. Vous pensez que lorsqu'on fait l'étude d'une situation qui a cours en République, on veut à tout prix attaquer le RDP, ce n'est pas notre rôle ici. On veut à tout prix attaquer les militaires, ce n'est pas notre rôle ici. Mais vous ne devez pas nous prendre pour des cons, pour des gens nés de la dernière pluie. Vous imaginez qu'au Cameroun, quel est le centre, quel est l'hôpital, quel est le centre qui peut réaliser un test ADN? Il a parlé de police scientifique. Police scientifique, il y en a au Cameroun. Ah, je sais pas, peut-être c'est dans les locaux au palais des congrès. Moi, je pense que des dispositions doivent être prises. Ce qui est en train d'être fait là, c'est
de répondre aux conséquences de cette guerre qui n'a que trop duré, qui a mis sur le carreau beaucoup de Camerounais. Il faut aller au fond. J'ai proposé dernièrement à un camarade de M. Etogo qu'on ait une démarche en 3 étapes. Parce que c'est aussi ça le rôle d'un débat comme celui-ci. Proposer aux amis de M. Etogo des pistes pour sortir de là. Première étape, instaurer vous appelez ça un état d'urgence, c'est ça? Pendant 2 semaines, dans ces zones-là, afin de maîtriser la situation sur le terrain. Deuxième étape, faire venir, vous avez dit qu'il ne peut plus se déplacer, je suis désolé, c'est son rôle. Tant qu'il a dit qu'il peut encore présider ou décider de cette nation, il doit le faire. Qu'il arrive à Bamenda, qu'il dise donc cette fameuse phrase, me voici donc à Douala, qu'il le dise à Bamenda, me voici donc à Bamenda. J'ai précisé que les conditions de sécurité soient réunies. Je n'ai pas demandé qu'on expose le premier citoyen de cette République. Je dis les conditions de sécurité doivent être réunies dans le cadre d'un état d'urgence. Puis M. Biya s'ébranle sur le terrain, il va dans le nord-ouest, dans la capitale du nord-ouest, et dire à ses enfants, je vous ai entendu. Je rentre sur Yaoundé, et lorsqu'il rentre sur Yaoundé, il crée les conditions du fédéralisme. Pas seulement à 2 États, pas forcément à 2 États. Il peut être communautaire, il peut être à 10 États, mais il crée les conditions qui peuvent permettre à ce qu'il y ait une sorte d'accalmie dans ces républiques. Pourquoi ne pas envisager, puisqu'il tient tant à se faire remplacer par Franck Biya, pourquoi ne pas envisager de se faire remplacer par un anglophone? Je ne dis pas que j'adouberais, je ne dis pas que mon parti adouberait, mais tout au moins, ce serait un signal pour dire à ses frères du nord-ouest et du sud-ouest que l'entourloupe que vous croyez avoir vécu, vous êtes toujours dans la République. Merci, conseiller Macron. To end the program, Marc Anthony. Thank you very about much. This situation, the issue of tomorrow's ceremony at Libe. You know, it is funny how I listened to my fellow panelists here tell us that there was a DNA test that was taking place. That took place, I think, between Saturday and today. Which, if you look at things normally, if you go attend public funeral ceremony. So attend a public funeral ceremony tomorrow on Wednesday, which is something that I don't think is possible in Cameroon. Let's look at it. To do a possible DNA test, these bones were brought in on Saturday. We don't know the exact time which those guys left the bush and brought in the bones, so they could not have been doing the test at that moment. And then we had the next day was Sunday. Sunday. So the official day of testing should have been yesterday. Donc ils ont commencé hier, ils ont déjà fini. So they did a test, DNA test on Monday, and there will be an official funeral on Wednesday. Wow, that's so wonderful. Cameroon is so advanced in technology. I feel disappointed because it is funny how Cameroonians are taken for fools continuously. We have a government that thinks that Cameroonians are in the 60s. We are no more in the 60s. We are in the 21st century, and it is true that technology has advanced, but we know the state of our country. We know very well that we do not have that machinery. We do not have the capability. And so I think there would have been some time to ascertain who is who belongs to which family, which part of the body belongs to which family. Those bones will be coupled, placed in coffins, and given to different families. So they'll take bones of different people and send to different persons, because we just want to do things and forget about it. We don't want it to become a story that will be told, we will be talking about continuously. It's shameful, it's very shameful, but that is the republic in which we live in. And so at the end of the day, we will talk, but I don't know if they are listening to us. It's only the continuation of what have been done since 2 years. Since 20-something years. They treat them down now, but they treat them 2 years ago. It is funny, and I would say this. We would not have even been talking about this right now if some funny hoodlums did not take arms and get into the bushes, thinking that using guns was going to solve their problems. For how long have they been killing individuals as they
killing actually given them the freedom? Has it given them the state? Has it given them the so-called separation that they needed? It is a crime. And we are here talking about what is happening and the misses of the government, but it is funny. Okay. So we pray that the Cameroon government should take its responsibility and do what is necessary. We should stop pretending and stop deceiving Cameroonians. Merci, cher monsieur. Merci, docteur. Thank you very much. Merci, Basile, d'être venu. Merci Céjalin pour l'invitation que vous m'avez accordée. Voilà. Merci à vous, Charles Dicam. Merci pour la séance d'exorcisme. Non, pas des autres. Merci, conseiller Macon, d'être venu une fois de plus. C'est moi qui vous remercie de donner l'opportunité au PCN de donner sa position. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinox. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir, Limbé.